Je suis enceinte, et ce n'est pas de toi. Ma femme m'a dit qu'elle portait l'enfant de mon ami d'enfance, et elle s'attendait encore à ce que je l'élève, en disant que c'était son dernier souhait avant sa mort. Je m'appelle Eyo Brown. J'ai toujours été le genre d'homme avec qui les gens se sentaient à l'aise. À 45 ans, ma voix calme et mon sourire facile faisaient de moi un réconfort familier à Milfay, au Texas, une communauté rurale calme et soudée de moins de 1000 âmes. Je n'étais pas seulement l'électricien de confiance de la ville. J'étais le gars qui s'arrêtait pour vous aider à changer un pneu, l'homme qui faisait du bénévolat à la caserne de pompiers locale, et le voisin qui se présentait sans qu'on le lui demande quand la lumière du porche de quelqu'un s'éteignait. Je vivais avec ma femme Pénélope, ma chérie de lycée, et notre fille de 17 ans, Anne, dans une modeste maison à l'extrémité sud de la ville, non loin de l'endroit où vivaient nos deux parents. Notre famille était bien enracinée à Milfay. Repas communautaire le dimanche, collecte de fonds scolaires, services religieux. J'étais là. Tout le monde me connaissait. Tout le monde m'aimait. Il est juste constant, a dit un jour le pasteur Hulken pendant un sermon, en me faisant un signe de tête dans la congrégation. Comme l'étoile du Nord. Et, Elliot, criait le shérif Dahl quand il me croisait en ville. Tu vas réparer cette cafetière dans mon bureau ou tu vas continuer à prendre ton temps. Je riais, en ajustant ma ceinture à outils. Je te sauve de ta dépendance à la caféine. Dahl. Tu devrais me payer pour ça. Les gens me faisaient confiance. Les enfants me faisaient signe de la main quand je passais dans mon camion couleur rouille. Les personnes âgées gardaient mon numéro sur des notes autocollantes près de leur téléphone. Ma fille, Anne, venait d'être acceptée dans un camp de musique d'été à Austin. Elle jouait du violon et son talent avait dépassé ce que l'école locale pouvait offrir. Pénélope rayonnait depuis des jours. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle dit un soir, en pliant le linge pendant que je réparais la poignée lâche d'une armoire de cuisine. Notre petite part vraiment. Elle n'est plus si petite, ai-je répondu, en m'arrêtant pour regarder par la fenêtre où Anne était sur la balançoire du porche, fredonnant quelque chose que je ne reconnaissais pas. Pénélope a soupiré. On dirait qu'hier encore nous la ramenions à la maison. J'ai hoché la tête. Elle va faire de grandes choses. Les choses allaient bien. Le lendemain matin, j'ai rendu visite à Madame Watkin pour réparer son interrupteur défectueux. Elle m'a servi du thé glacé comme elle le faisait toujours. Tu as une si bonne famille, Elliot, a-t-elle dit doucement. Il n'y a pas beaucoup de gens aussi bénis que toi. Je sais, ai-je répondu avec un sourire. Croyez-moi, je remercie Dieu tous les jours. Mais même en le disant, quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Je ne savais pas pourquoi. Plus tard cette nuit-là, longtemps après que Pénélope et Anne soient allées se coucher, je me suis assis seul sur le porche. Les grillons chantaient et les étoiles clignotaient doucement au-dessus. J'ai frotté mon pouce contre le bord calleux de ma paume. Quelque chose n'allait pas. La sensation ne voulait pas disparaître. C'était comme une ombre au bord d'une porte. Elle était sur le point de s'ouvrir et ce qui entrerait serait quelque chose de très sombre. On dit que le destin a une façon d'annoncer son arrivée, non pas avec un coup de tonnerre, mais avec un murmure qui se glisse dans les jours ordinaires, changeant tout. Pour moi, c'est venu avec un coup à la porte et le retour d'Aaron Walker. Aaron avait autrefois été mon ombre, ou peut-être était-ce l'inverse. Enfant, nous courions sur les routes poussiéreuses de Milfay, comme si nous possédions le monde, deux enfants qui pensaient que le temps était une longue route qui s'étendait jusqu'à l'horizon, mais la vie avait d'autres plans. Aaron a poursuivi l'ambition hors de Milfay pendant que je restais, épousant Pénélope et m'enracinant dans le même sol que nous avions tous les deux rêvé de fuir. Maintenant, Aaron était de retour, mais il n'était pas le même. Il se tenait sur mon porche un matin gris, son visage pâle, ses pommettes saillantes, ses yeux émoussés par la douleur et la fatigue. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Le diagnostic avait arraché quelque chose de l'intérieur de lui. Cancer du sang de stade 4, a dit doucement Aaron alors que nous étions assis sur le porche cet après-midi-là, buvant des verres de thé glacé. Les médecins m'ont donné 1 an. Peut-être que je n'ai pas parlé au début, j'ai juste regardé le champ de l'autre côté de la route, le vent effleurant les pointes de l'herbe comme un soupir. Tu aurais dû me le dire plus tôt, ai-je finalement dit, la voix épaisse. Aaron a réussi un faible rire. Ça aurait gâché la surprise. Je me suis tourné vers lui. Aaron a souri faiblement. Mais tu m'aimes toujours. À partir de ce moment, j'ai pris soin de mon ami. Je l'ai conduit à Baylor Scott et oui à BXA pour ses rendez-vous. Je l'ai aidé à récupérer ses médicaments. Je nettoyais sa maison le week-end quand les nausées étaient trop fortes. Et quand je ne pouvais pas être là, Pénélope intervenait souvent. Au début, j'étais reconnaissant. Pénélope avait toujours été attentionnée. Elle avait cette manière douce qui attirait les gens. Elle cuisinait pour Aaron, changeait ses draps, lui achetait des provisions. Parfois, elle apportait des jeux de société pour le distraire.
Elle a même réorganisé ses heures de travail pour aider plus souvent. Mais bientôt, j'ai remarqué de petits changements. Les dîners à la maison sont devenus silencieux. Pénélope manquait plus de repas de famille. Puis, un soir, je me suis assis à la table de la cuisine longtemps après que la vaisselle ait été débarrassée. L'horloge faisait un bruit plus fort que d'habitude. La semaine suivante, il est devenu plus difficile à ignorer. Pénélope passait des heures chez Aaron, même quand j'étais à la maison. Un soir, elle est partie juste après le dîner, disant qu'il avait eu une journée difficile avec la chimio. Je me tenais près de la porte alors qu'elle attrapait son sac à main. Je pourrais y aller. Il a demandé à me voir, a-t-elle dit rapidement, sans me regarder dans les yeux. Peine, ai-je dit doucement. Tu as passé plus de temps là-bas qu'ici. Elle s'est tournée. Il a besoin d'aide. Il n'est pas le seul, ai-je répondu. Les mots plus fermes que je ne l'avais prévu. Elle a cligné des yeux de surprise. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que cette maison semble vide quand tu n'y es pas. C'est à ce moment-là que la première vraie fissure est apparue. Quelques jours plus tard, elle s'est élargie. C'était un jeudi soir. Je venais de rentrer du remplacement d'une ligne électrique à la ferme des Henderson. La maison était sombre. La chambre de Anne était fermée. Une assiette couverte de papier d'aluminium était posée sur la table, un rôti froid. J'ai soupiré, je me suis lavé et je me suis servi une assiette. J'avais à peine pris une bouchée quand Pénélope est entrée. « Tu as mangé » a-t-elle demandé en posant ses clés. « Je viens de commencer » ai-je répondu sans lever les yeux. Elle est passée devant moi jusqu'à l'évier. « As-tu parlé à Anne » ? Elle était avec ses amis aujourd'hui, a répondu Pénélope. Je me suis levé, posant ma fourchette. Pénélope, nous devons parler. Elle s'est figée. J'ai pris une profonde inspiration. Ça ne peut pas continuer. Je comprends qu'Aaron est malade, vraiment, mais c'est notre maison, notre fille, notre vie, et tu as été. Il est mourant, Elliot. A-t-elle claqué, se tournant brusquement. Il n'a personne. Et nous? Ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois en des mois. Peint sur le mur. Elle a cligné des yeux. La douleur a traversé son visage. Je ne le choisis pas lui plutôt que toi, a-t-elle dit doucement. Mais c'est ce que je ressens, ai-je chuchoté. Silence. Puis elle s'est tournée. Je vais aller voir comment il va. Il a eu une journée difficile. Bien sûr qu'il en a eu, ai-je marmonné amèrement. Trop bas pour qu'elle l'entende. Ou peut-être pas. La porte s'est fermée derrière elle et je suis resté seul dans ma propre cuisine, les ombres sur les murs s'étirant plus que jamais. Les jours se sont transformés en semaines et le silence entre Pénélope et moi est devenu plus lourd que tous les mots que nous aurions pu trouver. Ce qui était autrefois un mariage rempli de regards partagés, de douces caresses et de blagues chuchotées tard dans la nuit était devenu un rituel de silence. Le lit que nous avions partagé pendant plus de 2 décennies ressemblait maintenant à une terre étrangère. Chaque nuit, Pénélope entrait tranquillement. S'allongeait à côté de moi sans un mot, souvent le dos tourné vers moi. J'ai essayé 1 ou 2 fois de parler, de lui dire comment Aaron avait réagi à son traitement ou comment son appétit s'était amélioré ou à quel point il se sentait faible après la dernière série de chimio. Mais à chaque fois, je me levais et je quittais la pièce. Parfois, je m'asseyais dans le salon sombre. Parfois, j'allais sur le porche et je regardais la nuit, écoutant le vent bruire dans les arbres secs du Texas. Je n'ai pas élevé la voix, je ne l'ai pas accusé, mais le silence que je lui ai rendu était plus fort que toute autre chose. Un après-midi, alors que j'étais assis à la table de la cuisine en buvant un verre d'eau, Anne est entrée dans la pièce. Elle portait encore ses vêtements d'école, son sac à dos à moitié ouvert. « Papa » a-t-elle demandé avec précaution. J'ai levé les yeux. « Pourquoi maman n'est-elle jamais à la maison » a-t-elle demandé, non pas en colère, mais simplement confuse. Elle est toujours chez Aaron, même le week-end. J'ai posé mon verre doucement, puis je me suis levé. Tu devrais demander à ta mère, ai-je dit sans émotion et je suis passé devant elle dans le couloir. Ce soir-là, Anne l'a fait. Elle a frappé à la porte de Pénélope alors qu'elle pliait le linge dans la chambre principale. On peut parler? Pénélope a levé les yeux. Bien sûr. Elles sont allées dans la chambre de Anne. Les portes se sont fermées derrière elles. Je n'ai pas pu entendre ce qui a été dit, mais la maison est restée silencieuse pendant longtemps. Le lendemain, Pénélope est partie le matin avec un plat à gratin et ses clés de voiture, comme elle l'avait fait tous les jours de cette semaine. Elle a passé la majeure partie de l'après-midi chez Aaron, l'aidant à manger, s'assurant qu'il pouvait se rendre aux toilettes en toute sécurité, organisant ses pilules heure par heure. Quand elle est revenue juste après le coucher du soleil, elle est entrée avec des chaussures poussiéreuses et des mains sentant l'antiseptique, mais quelque chose n'allait pas. Elle s'est tournée dans le couloir et s'est arrêtée. La porte de notre chambre était ouverte,
mais l'espace à l'intérieur était vide de sa présence. Ses vêtements avaient disparu du placard. Ses photographies encadrées de la commode, disparues, son parfum, ses pantoufles, sa robe de chambre, tout avait disparu. Elle a couru dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis et là, ils étaient, pliés et empilés sur le lit, ses affaires, ses robes, ses foulards, ses livres. Même la petite plante de jade qu'elle gardait sur le rebord de la fenêtre avait été déplacée. Elle est restée là, stupéfaite, sortant son téléphone, elle a composé mon numéro. L'appel a sonné et sonné sans réponse. Eyo a-t-elle chuchoté à la pièce silencieuse. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais au fond d'elle, elle le savait déjà. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, mais j'avais tracé une ligne. Et avec ce geste silencieux, tout entre nous a changé. Ce soir-là, je me suis assis seul dans la salle de repos de la caserne de pompiers, regardant les vieilles photos encadrées sur le mur. Des photos des défilés du 4 juillet de la ville. Une photo de groupe de volontaires, Aaron et moi parmi eux, plus jeunes, riant avec nos bras passés sur les épaules l'un de l'autre. Je ne pouvais pas haïr Aaron. Il était mourant, mais Pénélope, elle ne l'était pas, et pourtant elle s'était éloignée. L'homme que Milfée connaissait autrefois, le doux et patient moi, toujours avec un mot gentil, changeait tranquillement, régulièrement. La douceur en moi s'estompait, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus froid. Je n'ai pas claqué les portes, je n'ai pas crié, mais mon silence n'était plus paisible, c'était le son de quelque chose qui mourait. Et bien que je ne puisse pas encore le dire à voix haute, je le savais dans mon cœur. Mon mariage ne serait plus jamais le même. Les jours dans notre maison sont devenus encore plus silencieux, comme si les murs eux-mêmes avaient appris à retenir leur souffle. Je ne parlais plus à Pénélope, ni le matin, ni au dîner, ni même en passant. Je me déplaçais dans la maison avec une efficacité silencieuse, ma présence réduite à des bruits de pas, au bruissement de ma veste, au bruit des clés de voiture posées sur le comptoir. J'étais toujours là, mais à la manière d'un fantôme, toujours présent, jamais vraiment vu. Le dîner en famille était devenu un souvenir. La table qui accueillait autrefois les rires, les conversations et les rôtis du dimanche étaient maintenant largement intactes. Je mangeais seul, si je mangeais du tout, généralement dans le garage ou sur le porche avec un thermos de café. Anne emportait souvent son assiette dans sa chambre. Pénélope a tout remarqué, mais elle ne savait pas comment arranger les choses. Ou peut-être n'a-t-elle pas assez essayé. Elle a fait des tentatives. Certains matins, elle se réveillait avant l'aube et faisait frire des œufs exactement comme je les aimais. Elle laissait le récipient près du grille-pain, comme elle l'avait toujours fait, un geste silencieux, un rameau d'olivier enveloppé dans du papier d'aluminium. Mais à chaque fois qu'elle revenait plus tard, la boîte était intacte. Je savais ce que ça signifiait. Un matin, elle s'est arrêtée à l'embrasure de la porte alors que je nouais mes bottes. « Elliot, je t'ai préparé le petit déjeuner », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas levé les yeux, je n'ai jamais regardé vers la source du son, j'ai attrapé mes clés et je suis passé devant elle. Pour moi, elle n'était plus une voix, juste un son lointain que j'allais maintenant ignorer. Elle est restée là, silencieuse, pendant longtemps, regardant l'espace vide que je venais de quitter. Je n'ai rien eu à dire. Mon silence était fort. Mes yeux, lorsqu'ils croisaient les siens en passant, disaient tout ce que ma bouche refusait de dire. Pourquoi n'es-tu pas ici avec nous? Pourquoi ma femme est-elle loin de moi? Pénélope a continué ses journées. Elle allait toujours chez Aaron, lui apportait toujours de la soupe, lavait ses draps, l'aidait à traverser la douleur et les rendez-vous. Mais la nuit, lorsqu'elle passait devant notre ancienne chambre et voyait la porte toujours fermée, son cœur se serrait. Je n'ai pas appelé. Elle a dû se dire que j'étais juste jaloux, que je l'aimais toujours, que j'étais en colère maintenant, mais que je m'en remettrais. Je l'ai toujours fait. Dans son esprit, c'était temporaire. Elle se tenait devant le miroir un soir, se brossant les cheveux, son reflet pâle dans la faible lumière de la chambre d'amis. Il a 45 ans, s'est-elle chuchotée. Il n'ira nulle part. Il est à moi. Je suis sa femme. Je ne divorcerai jamais de lui. Elle a souri faiblement à ses propres mots. Mais ce que Pénélope n'a jamais réalisé, ce qu'elle ne s'est jamais permis de comprendre, c'est que même l'homme le plus gentil a des limites. Même un cœur qui donne sans rien demander en retour finit par se lasser d'être ignoré. Et quand vous prenez un homme honnête et aimant pour acquis, quand vous confondez son silence avec de la reddition, cet amour peut se transformer en haine en quelques instants. Cet après-midi-là, le ciel au-dessus de Milfée était bas avec de lourds nuages, gonflés de la menace de pluie, mais refusant d'éclater. Le genre de ciel qui rendait tout un peu plus silencieux, un peu plus tendu. Pénélope est rentrée plus tôt que d'habitude. Elle n'est pas allée dans la chambre d'amis. Elle s'est assise dans le salon, regardant la porte, attendant que je revienne, ses doigts tripotant l'ourlet de son pull, son cœur un tambour irrégulier. À 16 heures, la porte d'entrée s'est ouverte. Bottes sur bois. Le cliquetis familier des clés tombant dans le bol près de l'entrée.
Je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas dit un mot, je suis passé directement dans le couloir et dans la chambre. La porte s'est fermée avec un léger clic. Pénélope s'est levée, s'est approchée et a frappé. Héliotobe a-t-elle dit doucement, je veux te parler. Silence. Elle a frappé à nouveau cette fois plus fort. S'il te plaît, ouvre la porte. Rien. Elle a appuyé son front contre la porte. Aaron est à l'hôpital, a-t-elle chuchoté. Le médecin dit que son cœur est en train de lâcher. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. À l'intérieur. Je me suis assis au bord du lit. Ces mots m'ont frappé comme un train au ralenti, inévitable et cruel. Ma poitrine s'est serrée. Aaron, mon plus vieil ami, le garçon avec qui j'avais partagé des secrets, le jeune homme qui avait quitté la ville avec des rêves, l'homme qui était revenu seulement pour mourir, était maintenant en train de partir. Et pourtant, il était aussi la raison pour laquelle tout s'était effondré. Mais l'était-il? J'ai serré les poings. Il est mourant. Je me suis rappelé. Pourquoi suis-je encore en train de le blâmer? J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levé et je suis allé à la porte. Le bouton a tourné et la porte s'est ouverte lentement. Pénélope se tenait là, ses yeux gonflés, ses mains jointes devant elle. Quand elle a regardé mon visage, elle a immédiatement baissé les yeux. Elle ne pouvait pas soutenir mon regard. Je l'ai regardée pendant un long moment silencieux. J'ai vu ses lèvres tremblantes, sa culpabilité, sa honte, et j'ai su qu'elle n'avait pas fini. Quoi d'autre? Ai-je demandé sèchement. Les yeux de Pénélope sont restés baissés. Sa voix s'est à peine élevée au-dessus d'un murmure. Je suis enceinte. Le temps s'est arrêté. Le couloir était si silencieux que même le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine semblait assourdissant. Je suis resté là, immobile. Puis, finalement, j'ai demandé, de combien de temps? Ce n'était pas la question à laquelle Pénélope s'attendait. Elle a hésité. Sa voix s'est brisée. 3 mois. Mon visage n'a pas bougé. Ce n'est pas le mien, n'est-ce pas? La tête de Pénélope s'est relevée. Des larmes ont instantanément inondé ses yeux. Ce n'est pas le tien, Elliot. C'est. Je me suis approché. Mes yeux, si familiers et autrefois remplis de chaleur, étaient maintenant des fosses froides et vides. Faisons un test ADN, ai-je dit, ma voix calme, détachée. Pourquoi ne te fais-je pas confiance? Pénélope a halté, ses genoux faiblissants, et avant qu'elle puisse se ressaisir, le monde a basculé. Elle s'est effondrée sur le sol avec un bruit sourd. L'obscurité. Quand elle a ouvert les yeux, elle était toujours allongée sur le sol en bois. La pièce était sombre. Sa tête lui faisait mal. Elle s'est tournée légèrement et m'a vu assis dans le fauteuil à quelques mètres de là. Je ne l'avais pas déplacé, pas soulevé, pas offert d'eau ni de réconfort. Je me suis juste assis là, les mains sur les genoux, en train de regarder. Elle a cligné des yeux pour retenir ses larmes, luttant pour s'asseoir. Sa voix tremblait. Tu ne m'as même pas ramassé. J'ai été sur le sol tout ce temps. Ma mâchoire s'est crispée. Mes mots sont sortis bas et vifs, chaque syllabe délibérée. Alors maintenant, tu sais ce que ça fait d'être laissé pour compte. Elle a tressailli. Les mots ont frappé plus fort qu'une gifle. Des larmes coulaient sur son visage. Elle s'est lentement, difficilement, mise sur ses pieds. Elle a essuyé sa joue, puis a croisé mon regard. Oui, a-t-elle dit, la voix brisée. L'enfant est celui d'Aaron. Elle a fait une pause. La douleur gravée dans chaque mot. Il est mourant et il voulait être père avant de partir. Il voulait que quelqu'un porte sa lignée. Ma respiration est devenue plus lourde, mais ma posture n'a pas changé. J'ai fermé les yeux brièvement, puis je les ai rouverts. Ma voix était amère. Glaciale. Il veut que son sang corrompu soit transmis à un autre. Ai-je dit, n'est-ce pas ironique? Pénélope a reculé. Elle n'avait jamais imaginé que moi, le doux et noble Elliot, je pouvais me moquer du cancer du sang d'Aaron, mais je l'ai fait. Les yeux de Pénélope ont brillé de rage et de désolation. Tu te moques de son cancer, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai souri lentement et cruellement. Au moins, je suis honnête. Pas un briseur de ménage. Elle est tombée à genoux devant moi, ses mains jointes, son visage mouillé de larmes. S'il te plaît, Elliot, laisse-moi avoir cet enfant. Je m'en occuperai. C'était son dernier souhait. Il voulait juste. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas cligné des yeux. Tu ne m'as jamais demandé, ai-je dit, ma voix plate, venimeuse. Tu ne m'as jamais demandé avant d'écarter tes jambes pour cette ordure de. Alors ne me demande pas de te bénir pour avoir mis au monde un bâtard. Le souffle de Pénélope s'est coupé. Elle m'a regardé avec horreur, comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. Tu es si cruel, a-t-elle chuchoté.
Comment peux-tu parler comme ça d'un enfant à naître? Je me suis levé lentement, la chaise raclant légèrement sur le sol en bois. Je l'ai regardé, mon visage comme de la pierre. Allons-y, ai-je dit. Allons rendre visite à ton amant. Je dois le regarder dans les yeux et lui demander ce que ça fait de poignarder son meilleur ami dans le dos. La voix de Pénélope s'est brisée. S'il te plaît, Elliot, ne fais pas ça. Ne le blesse pas. Il est mourant. J'ai incliné la tête et j'ai souri. Fais-moi confiance, salope. Si je le voulais mort, il le serait déjà, ai-je dit, ma voix comme de la glace. Mais je veux le voir vivre. Je suis allé à la porte d'entrée, j'ai attrapé mes clés et je l'ai ouverte. La lumière du porche m'a baigné d'une lueur pâle. Anne montait juste les marches du porche. Son sac à dos sur une épaule. Elle a vu sa mère, les yeux rouges et sur le sol, et moi, debout, rigide comme une pierre à l'embrasure de la porte. Elle s'est figée. Tu lui as dit? A-t-elle demandé, la voix prudente. J'ai tourné la tête lentement et j'ai regardé directement dans les yeux de ma fille. Je n'ai pas parlé. J'ai souri. Et ce sourire n'était pas celui de son père, pas celui qui s'asseyait sur la balançoire du porche et sifflait en travaillant, pas l'homme qui la portait sur ses épaules pendant les défilés. Ce sourire lui a fait parcourir un frisson dans le dos. J'ai hoché la tête une fois, puis une autre, lentement, et j'ai souri une fois de plus. Anne n'a rien dit, elle s'est juste écartée. Pénélope est sortie derrière moi quelques instants plus tard, traînant des pieds, attrapant son sac à main avec des mains tremblantes. Elle a ouvert le côté passager du camion et s'est glissée silencieusement. Le trajet jusqu'à BX-Sachi a été silencieux. Pas un mot n'a été échangé entre nous. La radio était éteinte. Seul le bourdonnement des pneus sur la route remplissait le silence. Mes yeux n'ont jamais quitté la route. Mes mains étaient stables sur le volant. Pénélope m'a jeté plusieurs regards, mais il n'y avait plus de douceur dans mon expression, aucune trace de l'homme qu'elle avait épousé. Nous sommes arrivés à l'hôpital juste avant 19h. Les lumières du parking scintillaient dans l'air humide de la nuit. J'ai garé le camion, je suis sorti et j'ai attendu. Pénélope a hésité, puis a suivi. À l'intérieur, l'éblouissement fluorescent de l'hôpital rendait tout stérile, surréaliste. Je suis allé directement au bureau d'accueil. Je suis ici pour voir Aaron Walker, ai-je dit calmement. Je suis répertorié comme son contact d'urgence. L'infirmière l'a brièvement cherché à l'écran, puis a hoché la tête. Chambre 214. Au bout de l'USI. Pas de questions, pas de retard. Pénélope a marché silencieusement derrière moi alors que nous nous dirigions dans le long couloir qui résonnait. L'air semblait plus froid ici. Mes bottes résonnaient contre le sol en linoléum. Mon expression n'a pas changé. Les yeux de Pénélope allaient et venaient, chaque nerf de son corps tendu. Au bout du couloir, nous avons tourné à gauche. Chambre 214. Nous sommes entrés dans la chambre d'Aaron. À l'intérieur de la chambre 214, le bip régulier des machines et le léger sifflement de l'oxygène remplissaient l'air stérile. Aaron Walker gisait immobile dans le lit d'hôpital, son visage émacié, sa peau pâle étendue sur ses os. Des tubes transparents serpentaient autour de ses bras, lui apportant le peu d'aide que la médecine moderne pouvait offrir. Un masque à oxygène était accroché à son visage, semblant légèrement à chaque respiration superficielle. Ses yeux, bien que faibles et cernés de fatigue, se sont ouverts au son des pas. Je suis entré d'un pas mesuré et calme, mes bottes tapant doucement sur le sol carrelé. Pénélope a hésité à l'embrasure de la porte, ses yeux rouges, ses lèvres tremblantes. J'ai traîné un petit tabouret en métal sur le sol avec un long crissement et je l'ai placé juste à côté du lit. Je me suis assis, les coudes sur les genoux, et je me suis penché près. Aaron a cligné lentement des yeux, essayant de se concentrer. « Bonjour, vieil ami », ai-je dit doucement, les coins de ma bouche se retroussant en un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Je suis ici pour te dire quelque chose. » Aaron a essayé de parler, mais le masque a étouffé sa tentative. Il a froncé les sourcils de confusion. J'ai continué d'une voix douce, désinvolte. Presque gentille. « Tout d'abord, ai-je dit que cette salope m'a dit qu'elle est enceinte de ton enfant. » Les yeux d'Aaron se sont légèrement agrandis. Sa tête a bougé à peine. J'ai incliné la tête. Maintenant, écoute très attentivement. Je vais m'assurer que cet enfant naisse. Tu sais pourquoi, Aaron? Je me suis penché en avant, ma voix tombant à un murmure. Parce que je veux voir ton enfant grandir sans jamais avoir quelqu'un à appeler papa. Pénélope a halté derrière nous, mais je ne me suis pas retourné. Je veux qu'il se réveille chaque jour et ressente ce vide, ce trou. Il ira à l'école et verra d'autres enfants se faire chercher par leur père et il attendra quelqu'un qui ne viendra jamais. La main d'Aaron a légèrement tressailli sur la couverture, mais il était trop faible pour la soulever. J'ai souri plus largement. Oh, crois-moi, il sera triste, très triste,
parce que l'homme qui a donné son sperme pour le faire, j'ai tapoté la rampe en métal avec mon doigt. Mourra ici même dans ce lit. Je me suis un peu levé, dominant maintenant Aaron et Pénélope, et j'ai ri froidement. Elle élèvera ce bâtard seul. Elle ne trouvera jamais un autre homme pour venir être un père pour cet enfant. Pénélope a couvert sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai regardé à nouveau Aaron, ma voix maintenant plus froide que la perfusion à côté de lui. Chaque homme qui entrera dans sa vie après toi, ai-je dit lentement, viendra, couchera avec elle, puis partira après l'avoir utilisée. J'ai tourné la tête lentement vers Pénélope. Ma voix maintenant plus basse, plus venimeuse que jamais. Cette femme, ai-je dit, en la montrant du doigt sans quitter Aaron des yeux, sera utilisée comme un mouchoir et ton enfant bâtard en sera témoin. Il verra les hommes aller et venir. Il verra comment il la traite et il le sentira. Je me suis approché du lit d'Aaron, mes yeux vifs, délibérés. Il sera blessé jour après jour et cela remplira son cœur de haine, de pourriture, de mal. Un jour, il te maudira, Aaron. Il maudira l'homme qui lui a donné la vie et la femme qui a déchiré son mariage juste pour le mettre au monde. Il vous maudira tous les deux pour lui avoir donné une existence misérable et pitoyable. Le moniteur à côté du lit d'Aaron a commencé à hurler. D'abord une augmentation régulière de bip, puis une série erratique et rapide. La poitrine d'Aaron a commencé à se soulever. Ses respirations sont devenues superficielles, rapides. Il a agrippé la couverture, essayant de parler, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux se sont légèrement exorbités derrière le masque à oxygène alors que la panique s'emparait de lui. Son rythme cardiaque a grimpé en flèche. « Monsieur, vous devez vous éloigner maintenant », a crié une infirmière depuis l'embrasure de la porte. « Monsieur, éloignez-vous », a ordonné un médecin alors que plusieurs membres du personnel médical se précipitaient dans la pièce. Je suis resté immobile, calme, impassible. J'ai regardé Aaron une dernière fois, ma voix assez basse pour qu'Aaron seul l'entende. Je suis venu te voir souffrir et mourir. Puis je me suis tourné, reculant lentement dans le couloir juste à l'extérieur de la pièce. La porte vitrée s'est refermée derrière moi. À travers elle, je me tenais comme une statue, les bras croisés, mes yeux fixés sur ceux d'Aaron. Le regard d'Aaron n'a pas non plus rompu, même lorsque les médecins ont essaimé autour de lui, essayant de le stabiliser, ajustant l'oxygène, préparant l'adrénaline, les machines hurlant plus fort à chaque seconde qui passait. Nous deux, autrefois amis, frères en tout sauf le sang, nous nous sommes regardés à travers cette mince vitre de verre. Le visage d'Aaron a commencé à se contorsionner de douleur. Le bip s'est transformé en une tonalité plate et perçante. Pas de pouls, a dit l'un des médecins d'un air sombre. Heure du décès 22h47. La pièce est tombée dans le silence. Une infirmière est sortie lentement dans le couloir, secouant la tête. Il est parti. J'ai souri et je l'ai dit assez fort pour que Pénélope l'entende. Je te verrai en enfer, bâtard. Elle a laissé échapper un cri étranglé, ses genoux cédant sous elle. Elle s'est effondrée lourdement sur le sol froid juste à l'extérieur de la pièce. Sa tête a heurté le sol alors qu'elle s'est de nouveau évanouie. Je n'ai pas tressailli. Je me suis écarté mécaniquement, laissant la place à l'infirmière qui s'est précipitée aux côtés de Pénélope. Il s'est penché, lui chuchotant doucement, vérifiant son pouls, offrant son soutien. Je suis resté là, silencieux, regardant, immobile, et j'ai laissé l'infirmière aider Pénélope. L'infirmière s'est agenouillée à côté de Pénélope alors qu'elle pleurait sur le sol froid du couloir de l'hôpital. Elle m'a regardé, alors que je me tenais à proximité, calme et impassible. « Pouvez-vous l'aider à se relever ?» a demandé l'infirmière, sa voix teintée d'incrédulité. J'ai souri faiblement, un sourire glacialement vide. Sa chute lui appartient, ai-je dit. Elle doit se relever seule. Je ne suis plus son protecteur. L'infirmière a halté, horrifiée par ma cruauté, mais je me suis simplement retourné et je suis parti, mais pas résonnant derrière moi comme la ponctuation de mes mots. Dehors. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Maman, ai-je dit, Pénélope est à Baylor Scott. Va la chercher. Hello, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle commencé, mais la ligne était déjà coupée. Le lendemain matin, mon camion avait disparu. Mon téléphone éteint. Pendant une semaine, personne n'a eu de mes nouvelles. Milfé chuchotait. Les rumeurs ont fleuri comme la mousse. La mort d'Aaron Walker, l'effondrement de Pénélope, ma disparition. Puis, aussi soudainement que j'étais parti, je suis revenu. Le même jour, un coursier est arrivé à la porte de Pénélope. Dans sa main, une enveloppe manie scellée, des papiers de divorce. Elle les a lus en silence, seule dans le salon. Ses mains tremblaient. Sa poitrine se serrait. Des larmes coulaient librement en silence. Elle a pris son téléphone et a essayé de m'appeler. Toujours éteint.
Au crépuscule, je suis rentré à la maison, j'ai garé mon camion, je suis entré sans un mot, je suis allé dans ma chambre et j'ai mis une chemise propre. Puis je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre de whisky et je me suis assis au bord de la table de la salle à manger, le sirotant lentement, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. En quelques minutes, mes parents et mes beaux-parents sont arrivés, alertés par les appels en larmes de Pénélope et les textos effrayés de Anne. Ma mère, Grace, se tenait près de la porte, pâle et incertaine. Le père de Pénélope, George Patterson, un homme à la voix douce qui élevait rarement la voix, semblait visiblement secoué. Anne se tenait près de l'escalier, les bras croisés fermement sur sa poitrine, son visage affligé. Pénélope est entrée en dernier, ses yeux injectés de sang, ses lèvres tremblantes. La tension était suffocante. Grace a rompu le silence. Et ôté, pourquoi? Pourquoi lui as-tu servi des papiers de divorce? George a parlé ensuite. Elle est enceinte, mon fils, et tu divorces d'elle. Elle porte ton enfant, pour l'amour de Dieu. J'ai pris une autre longue gorgée de whisky, le verre blotti dans mes doigts, puis j'ai tourné mon regard vers Pénélope. Pourquoi ne lui dis-tu pas? Ai-je dit. Pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde ici pourquoi je t'ai servi ces papiers? La bouche de Pénélope s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Ses lèvres tremblaient. Elle a baissé les yeux. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Je me suis levé, j'ai posé le verre sur la table et je me suis tourné pour faire face directement à George. Ta fille, ai-je dit clairement, a couché avec Aaron Walker et elle est enceinte de son enfant. Des halètements ont résonné dans la pièce. Alors non, ai-je continué. Ma voix calme mais vive. Son état, son bien-être et cet enfant en elle ne sont pas mon problème. Je me suis tourné vers ma mère. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche légèrement entr'ouverte. Maman, ai-je dit doucement, cette femme a trahi ma confiance, trahi mon amour. Mon ton n'a jamais vacillé, c'était comme si je lisais les Écritures. Je prie Dieu tous les jours et je lui souhaite toute la douleur et toute la souffrance du monde. Je veux la voir souffrir, je veux la voir pleurer, je veux la voir élever ce bâtard seul et je veux vivre assez longtemps pour voir ce bâtard la maudire tous les jours pour son existence misérable. Grace a fait un pas en arrière, se tenant la poitrine, son souffle se coupant. Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Ce n'était pas le garçon à la voix douce qu'elle avait élevé. Ce n'était pas l'homme qui sauvait les gens des maisons en feu, qui réparait gratuitement de vieilles installations électriques quand les gens n'avaient pas les moyens, qui aimait avec le genre de cœur dont on écrit des chansons. Non, cet homme qui se tenait devant elle était froid, vengeur, rempli de venin. Et alors que le silence s'épaississait dans la pièce, Grace a chuchoté presque pour elle-même, qu'est-il arrivé à mon fils? Ses yeux se sont remplis de larmes et elle m'a regardée impuissante. Il est rempli de haine. Grace a fait un autre pas vers Pénélope, son visage strié de larmes. Elle a tendu une main tremblante, touchant le bras de Pénélope comme pour espérer soulager d'une manière ou d'une autre le poids qui pesait sur les épaules de la jeune femme. Puis elle s'est tournée lentement vers moi, sa voix douce, suppliante. « Eyo » a-t-elle dit presque dans un murmure. « Y a-t-il un moyen quelconque de l'ignorer? Peux-tu lui pardonner? Sauver ton mariage. » Sa voix s'est brisée sous la tension de sa propre incrédulité, de son propre chagrin. « Vous êtes mariés depuis plus de 20 ans. Vous avez une vie ensemble. Une fille. S'il te plaît. » Mon visage était illisible. J'ai tourné la tête vers ma mère et j'ai croisé ses yeux en larmes, mais les miens sont restés froids, détachés. Puis, sans un mot, je me suis retourné vers Pénélope. George s'est avancé rapidement. Sa voix tremblait, mais restait ferme. « Eyo, l'enfant est innocent, a-t-il dit. Je sais que ce qu'elle a fait était mal, mais s'il te plaît, tu es un homme bon. Tu l'as toujours été. Pense à la santé de l'enfant. Si Pénélope est sous stress, cela nuira au bébé. Ce n'est pas la faute du bébé. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste regardé Pénélope, qui se tenait immobile, ses yeux gonflés, sa bouche légèrement ouverte comme si elle pouvait parler, mais ne trouvait pas la force. Tous les yeux dans la pièce étaient sur moi. Puis j'ai souri. Pas un sourire gentil. Pas le sourire de l'homme que la ville aimait, mais le sourire de quelqu'un qui avait brûlé le pont, déchiré la route et salé la terre derrière lui. Chaque seconde où elle est ici, ai-je dit doucement, je continuerai à lui rappeler qu'elle est sale. Pénélope a halté, ses genoux tremblants sous elle. Je lui rappellerai qu'elle a détruit plus de 2 décennies de mariage juste pour satisfaire le désir tordu d'un homme destiné à l'enfer qui n'était pas son mari. Je me suis approché, non pas pour menacer, mais pour m'assurer que chaque mot atterrissait. J'adorerais la voir souffrir. J'ai tourné la tête légèrement, mes yeux toujours sur elle. Et ce bébé, ai-je dit, ma voix basse et régulière. Je n'ai aucune sympathie ni affection, rien. Mon regard s'est durci. Quoi qu'il lui arrive, j'ai fait une pause.
C'est son destin. Pénélope s'est effondrée à genoux, ses sanglots éclatant comme des eaux de crue faisant éclater un barrage. Elle s'est agrippée le ventre, se balançant légèrement, incapable de contenir l'agonie qui se tordait dans son corps, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, spirituellement. Ses cris ont rempli la pièce, brute et brisée. Je n'ai pas tressailli. Je me suis versé un autre verre de whisky, le tintement de la glace et du liquide étrangement fort dans le silence entre ses sanglots. Je me suis adossé sur le canapé, les jambes croisées nonchalamment, mon regard froid, impassible. Le chaos autour de moi aurait aussi bien pu être un chant d'oiseaux. De l'autre côté de la pièce, Anne se tenait figée près des escaliers, me regardant. J'ai croisé son regard et j'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. C'était vif et enroulé comme un serpent, trempé dans le venin. Ce sourire n'appartenait pas au père qui l'abordait le soir ou réparait la chaîne de son vélo dans l'allée. Il appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus froid, quelqu'un de plus sombre. Un frisson l'a parcouru. Elle s'est tournée et a reculé tranquillement dans les escaliers, disparaissant dans sa chambre, son cœur battant dans ses oreilles. George Patterson s'est déplacé rapidement, se dirigeant vers sa fille, qui était maintenant effondrée sur le sol. Il l'a regardée, ses yeux lourds de dégoût et de pitié. Il n'a pas parlé au début, il s'est juste agenouillé et l'a aidée à se relever. « Nous partons » a-t-il dit sèchement. Grace a ouvert la bouche pour protester, mais George lui a lancé un regard ferme et elle s'est écartée. Pénélope n'a pas résisté, elle ne pouvait pas. Elle a laissé son père la guider hors de la maison, ses yeux vitreux, ses jambes la soutenant à peine. George l'a aidée à monter dans sa voiture, à refermer la portière derrière elle et est montée. Le trajet a été silencieux. Quand ils sont arrivés à la maison Patterson, George n'a même pas attendu que Pénélope parle. Dès qu'elle s'est assise sur le vieux canapé du salon, il s'est retourné contre elle. « Tu as tué un homme bon. »« Et pourquoi ?»« Elliot était comme un fils pour moi. »« C'était un mari honnête et dévoué », a-t-il grondé en faisant les 100 pas. « Tu as tué l'âme de quelqu'un qui aurait donné son dernier souffle pour toi. » Pénélope est restée assise, ses mains tremblant sur ses genoux. Ses yeux fixaient le sol d'un air absent. La voix de George s'est élevée. La fureur à peine contenue. L'enfer a une place spéciale pour les femmes comme toi. Si possible, avorte de l'enfant et prie pour qu'il ait pitié de toi. Pénélope a tressailli. Son médecin lui avait déjà dit qu'à 45 ans, la grossesse était déjà une affaire risquée. L'avortement était encore plus risqué. De plus, elle n'avait jamais voulu d'avortement. Elle avait promis à Aaron son enfant. George a pointé un doigt sévère et final vers elle. Tu resteras ici temporairement seulement jusqu'à la naissance de ce bébé. Il s'est approché. Sa voix maintenant froide. Et une fois qu'il sera né, tu déménageras. Trouve ton propre chemin. 3 mois plus tard, le palais de justice de Baksashi bourdonnait d'une tension silencieuse. La nouvelle s'était répandue dans tout mille faits que moi, Yod Brown, le héros silencieux, le pompier volontaire, l'homme que tout le monde admirait autrefois, divorçait de ma femme. Mais ce n'était pas un divorce ordinaire, c'était une guerre. Pénélope est sortie de la voiture de son père, son ventre de femme enceinte maintenant visiblement rond sous sa robe ample. Elle a gardé la tête haute malgré la honte qu'elle portait comme un second poids. Dans son cœur, elle croyait encore d'une manière ou d'une autre qu'elle pouvait arranger les choses, que le tribunal pourrait ordonner une thérapie, que si j'étais forcé de m'asseoir à nouveau dans une pièce avec elle, peut-être que je me souviendrais de la vie que nous avions construite. Peut-être que je lui pardonnerais. À l'intérieur, la salle d'audience était petite, mais elle était bondée. Des yeux curieux des coins tranquilles de la ville remplissaient les bancs. D'un côté, Pénélope était assise avec son avocat, ses mains croisées protectrices sur son ventre. De l'autre, je suis entré quelques instants plus tard, impeccable dans un costume noir, mon expression illisible. Derrière moi se trouvait mon avocat, Ron Jeremy, qui était arrivé en hélicoptère ce matin-là, sa réputation d'avocat impitoyable le précédent. Le juge, un homme plus âgé aux yeux bienveillants, a ouvert la séance avec une profonde inspiration. Il a regardé Pénélope, puis moi, et a baissé les yeux sur le dossier. L'avocat de Pénélope s'est levé le premier, parlant avec urgence. Votre honneur, dans l'intérêt de préserver un mariage qui a duré plus de 20 ans, nous demandons que le tribunal ordonne une thérapie de couple obligatoire avant de procéder à tout décret de divorce. Il y a eu une longue pause. Le juge a regardé Pénélope, ses yeux s'adoucissant. Il a légèrement hoché la tête, comme s'il y songeait déjà. Mais alors Ron s'est levé. Votre honneur, a-t-il dit, sa voix calme et autoritaire. La thérapie de couple, dans ce cas, serait une perte de temps pour le tribunal et d'argent pour les parties. Le lien entre ces deux personnes a été irrémédiablement brisé et je crois que quelques questions à Madame Brown rendront cela douloureusement clair. Le juge a haussé un sourcil. Vous demandez un contre-interrogatoire maintenant, Monsieur Jérémy. Oui, votre honneur. Brièvement.
Le juge a fait une pause, puis a hoché la tête. Procédé. Pénélope s'est avancée et s'est assise à la barre des témoins. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle s'est ressaisie. Ron s'est approché lentement, son ton professionnel, mais tranchant comme un rasoir. Seront-vous aimer votre mari? Pénélope a répondu sans hésitation. Oui, plus que ma vie. Ron a hoché la tête. Il a ensuite fait quelques pas avant de se retourner brusquement vers elle. Plus que votre vie, a-t-il répété, mais pas plus que la promesse que vous avez faite en l'épousant de renoncer à tous les autres. Les lèvres de Pénélope se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Ron a insisté. Vous prétendez l'aimer, mais l'enfant que vous portez dans votre ventre n'appartient pas à votre mari. Cet homme que vous aimez soi-disant plus que la vie elle-même, a-t-il souligné calmement, mais mordant. Vous êtes une menteuse, Madame Brown. Vous êtes ici maintenant devant le tribunal pour demander de sauver un mariage que vous avez volontairement détruit. Comment pouvez-vous regarder ce tribunal dans les yeux et dire que vous voulez réparer une union alors que vous avez pris un autre homme dans votre lit? Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas parlé. Ron a légèrement incliné la tête. Était-ce un souhait inavoué? Madame Brown, a-t-il demandé, sa voix comme un scalpel. Un fétiche sexuel secret. Tomber enceinte d'un homme mourant était un besoin tordu de porter son héritage dans votre corps au détriment de la dignité de votre mari. Objection, a crié l'avocat de Pénélope en se levant. Votre honneur, ce n'est pas un procès pénal. Nous sommes ici pour discuter de la réconciliation et de la possibilité de sauver ce mariage, pas pour humilier la requérante. Acceptez, a dit le juge avec un signe de tête ferme. Monsieur Jérémy, veuillez garder vos commentaires pertinents. Ron a offert un léger sourire, presque poli. Bien sûr, votre honneur, a-t-il dit, puis a reporté son regard sur la barre des témoins. Mais avant de discuter de la sauvegarde d'un mariage, peut-être devrions-nous d'abord demander pourquoi il en est arrivé au point où il avait besoin d'être sauvé. Il s'est tourné lentement pour faire face à nouveau à Pénélope. Qui était responsable d'avoir amené ce mariage à ce point? Ron Jérémy s'est avancé, son regard vif fixé sur Pénélope, tandis que la salle d'audience était suspendue à chaque mot. Madame Brown, a-t-il dit, son ton froid mais contrôlé. Pourquoi avez-vous couché avec Monsieur Walker? Pénélope s'est agitée sur son siège, visiblement mal à l'aise. Ses yeux se sont tournés vers moi, assis immobile, la mâchoire serrée. Elle s'est ensuite retournée vers Ron, sa voix tremblante mais stable. Il m'a dit, Aaron m'a dit qu'il voulait être père, qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps et qu'il voulait que sa lignée continue. Alors, elle a dégluti, alors j'ai accepté. J'ai couché avec lui et je suis tombée enceinte. Un faible murmure a parcouru la salle d'audience. Ron a haussé un sourcil. Ses lèvres se sont retroussées en un ricanement. Quelle noble cause, Madame Brown, a-t-il dit, dégoulinant de sarcasme. Alors ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas trompé votre mari, non, vous avez simplement exaucé le dernier souhait d'un homme mourant. Pénélope a levé les yeux, ses yeux grands ouverts. Oui. Ron a fait un pas en avant. Sa voix s'élevant en ayant des relations sexuelles avec lui et en tombant enceinte de son enfant. Le visage de Pénélope est devenu rouge. Un mélange de honte et de désespoir. Il voulait un enfant, a-t-elle dit plus fermement maintenant. Sa frustration commençant à se manifester. Il aurait pu adopter quand il avait le temps. A claqué Ron. Sa voix résonnant sur les murs de la salle d'audience. N'insultez pas ce tribunal avec des justifications pour la trahison. Pénélope a baissé les yeux. Ron a continué à presser avec précision. Passons à autre chose. Vous êtes tombée enceinte. Avez-vous déjà informé votre mari avant la grossesse de ce petit plan que vous aviez de porter l'enfant d'un autre homme? Pénélope a hésité. Je lui ai dit. À propos du souhait d'Aaron. Ron s'est penché en avant, sa voix vive. Après être tombée enceinte, a-t-il dit fermement, après. Ce n'est pas informé, c'est avoué. Il s'est tourné vers le juge un instant, puis est revenu à Pénélope. Donc non, votre mari n'avait aucune idée que vous couchiez avec cet homme. Vous l'avez exclu. Vous avez rompu vos vœux et maintenant Ron a joint ses mains. Son ton changeant pour quelque chose de plus doux, mais pas moins pointu. Maintenant, Madame Brown, une question très importante. Qu'est-ce qu'un père? Est-ce l'homme qui donne son sperme ou est-ce l'homme qui élève l'enfant? La bouche de Pénélope s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Elle avait l'air perdue, noyée dans le silence de la pièce. Ron n'a pas attendu. Vous saviez qu'Aaron mourrait. Vous saviez qu'il ne serait jamais capable d'élever cet enfant et pourtant vous avez continué. Alors dites-nous, Madame Brown, était-ce votre plan depuis le début de piéger Monsieur Brown pour qu'il élève un enfant qui n'était pas le sien? La voix de Pénélope s'est brisée alors qu'elle répondait, il est un excellent mari et un père formidable. L'enfant aurait eu de la chance de l'avoir.
Ron s'est légèrement penché, sa voix basse, mais vive comme un rasoir. Alors laissez-moi voir si j'ai bien compris. Vous vouliez donner à votre mari un enfant que vous aviez eu avec un autre homme et vous attendre à ce qu'il l'élève comme le sien. Sans sa connaissance, sans son consentement, il s'est redressé. Ces derniers mots clairs et délibérés. Comment est-ce juste? Considérant que M. Brown n'avait aucune idée que vous couchiez avec un autre homme, il a fait une pause, puis a porté le coup. C'est une fraude à la paternité, Madame Brown. La salle d'audience a bourdonné de murmures étouffés. Une vague de malaise a envahi les spectateurs comme un vent glacial. Les derniers mots de Ron Jeremy résonnaient encore faiblement dans l'air. Fraude à la paternité, Madame Brown. Et même le juge semblait visiblement déstabilisé, se déplaçant légèrement sur sa chaise. Pénélope était assise les mains tremblantes, son visage pâle et émacié. Son avocat s'est levé rapidement. « J'objecte, votre honneur », a-t-il dit en essayant de reprendre le contrôle. Ma cliente n'avait pas l'intention de piéger qui que ce soit. Ce n'était jamais malveillant. Ce mariage mérite d'être sauvé. Ils sont ensemble depuis plus de 2 décennies. Ron ne l'a pas laissé finir. Il s'est tourné rapidement, interrompant d'une voix calme et mesurée. Ce mariage avait besoin d'honnêteté, votre honneur, il avait besoin de confiance. Il avait besoin de la chose même sur laquelle tous les mariages sont construits. Il a de nouveau fait un pas en avant, ses mots tranchant la pièce comme une lame. Tout ce que ce mariage a reçu de Madame Brown, c'était de la trahison et de la tromperie. Il a fait une pause délibérée, laissant les mots s'installer. La pièce est de nouveau tombée dans le silence. Votre honneur, a poursuivi Ron, son ton passant maintenant de vif à ferme. Je recommande que ce mariage soit dissous. Laissons les 2 parties poursuivre leur vie. Forcer ces 2 personnes à être ensemble plus longtemps serait une cruauté déguisée en réconciliation. Cela ne ferait qu'approfondir les blessures et prolonger la souffrance inévitable. Le juge s'est adossé, troublé. Il a regardé Pénélope, visiblement enceinte, tremblante, ses yeux creux. Puis moi, stoïque, toujours calme. Il y a eu une longue pause. Le juge a soupiré. Bien que les arguments présentés soient convaincants, la loi du Texas donne au tribunal le pouvoir discrétionnaire de tenter la réconciliation lorsqu'il estime que le mariage pourrait encore être sauvé. Il a regardé les 2 avocats, puis nous. J'ordonne des séances de thérapie obligatoires pour les 90 prochains jours. Nous nous réunirons après cette période. Un silence stupéfait a suivi. La mâchoire de Ron s'est crispée. Il s'est tourné lentement pour me regarder, et mon expression a changé. J'ai souri. Ce n'était pas joyeux, ce n'était pas gentil. C'était lent, délibéré, cruel. Le sourire d'un homme qui savait qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, exactement ce que Ron espérait éviter. Ron a dégluti et s'est tourné pour regarder Pénélope. Il s'est approché lentement d'elle, s'est penché et a parlé d'un ton bas et mesuré que seule elle pouvait entendre. Je suis désolé, Madame Brown. Je voulais que vous soyez en sécurité, mais je suppose que j'ai échoué. Il s'est redressé. Bonne chance avec cette séance de thérapie. Pénélope ne l'a pas regardé. Ses yeux sont restés sur ses mains jointes sur son ventre gonflé. Ron s'est retourné et s'est dirigé vers moi. Je souriais toujours, savourant la victoire que je n'avais même pas exprimée. Ron le savait dès le premier instant où nous nous sommes assis ensemble dans son bureau. Le calme de ma voix alors que j'expliquais ce qui s'était passé, la façon dont je détaillais la chronologie, la trahison, la vérité derrière la grossesse, sans élever la voix, sans un tremblement. Ce calme effrayait Ron parce que ce n'était pas le calme d'un homme qui se tenait, c'était le calme d'un homme qui avait déjà tout brûlé à l'intérieur jusqu'à la base et qui marchait maintenant à travers les cendres sans le moindre regret. Ron voulait que le divorce soit finalisé rapidement, proprement, froidement, fait. Mais le destin a ses propres plans. La séance de thérapie a eu lieu dans un bureau modeste et doucement éclairé au 2e étage d'une clinique calme à la périphérie de Waxahachie. Le mobilier était délibérément peu menaçant, des tons sourds, des coussins moelleux, une boîte de mouchoirs soigneusement placée sur la table entre nous. L'atmosphère était censée inviter à la guérison, mais l'air à l'intérieur de la pièce était tendu. Le docteur Paul Kersey, un homme calme d'âge moyen aux cheveux argentés et aux lunettes, était assis avec un bloc-notes sur ses genoux. Il nous a observés tous les 2 en silence avant de parler. Eh bien, a-t-il commencé doucement. Commençons par quelque chose de simple. J'aimerais savoir ce que chacun de vous espère obtenir de ces séances. Pénélope a immédiatement regardé le docteur Kersey, ses mains reposant sur la courbe de son ventre. Je veux sauver mon mariage, a-t-elle dit, sa voix douce mais tremblante. Je veux que Yod comprenne qu'il est le seul homme que j'ai jamais vraiment aimé. J'ai fait une erreur émotionnelle, mais je veux qu'il voie que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Elle s'est tournée légèrement vers moi, ses yeux suppliants. Je veux que nous élevions cet enfant ensemble. Je sais que ce n'est pas le sien par le sang,
mais le dernier souhait d'Aaron était d'être père et je veux juste que Yot m'aide à l'honorer. Nous avons construit une vie, une famille. Je plaide pour une seconde chance. Le docteur Kersey a hoché la tête pensivement, griffonnant une note rapide. Merci, Pénélope. Il s'est ensuite tourné vers moi. J'étais resté incliné sur ma chaise, les bras croisés lâchement, mes yeux illisibles. Et vous, M. Brown, qu'attendez-vous de ces séances? J'ai souri. Pas avec chaleur. C'était une expression lente et délibérée qui a même fait faire une pause au docteur Kersey. Je suis ici, ai-je dit calmement pour dire à Pénélope ce que je ressens. Je me suis tourné légèrement vers elle, non pas avec cruauté, mais avec une distance froide. Et ce que je ressens pour son enfant à naître. Le docteur Kersey a de nouveau regardé entre nous, tapotant doucement son stylo contre le bloc. Très bien, commençons par le point de vue de Pénélope. Il s'est légèrement penché en avant, se concentrant de nouveau sur elle. Pénélope, pourquoi pensez-vous que votre mari devrait assumer la responsabilité d'élever un enfant qui n'est pas biologiquement le sien? Pénélope a hésité, choisissant ses mots avec soin. Pourquoi Yot? C'est un homme bon, un homme décent. Il a été le mari le plus aimant, le père le plus incroyable pour Anne. Il est tout ce qu'un homme devrait être. Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais je connais aussi le genre de cœur qu'il a. Si quelqu'un peut donner une chance à cet enfant, c'est lui. Mes yeux se sont rétrécis. J'ai laissé échapper un court soupir et j'ai laissé échapper un rire sec avant de secouer la tête. Puis, avec une lenteur délibérée, j'ai tourné mes yeux vers le docteur Kersey et j'ai dit, alors la leçon ici est, soyez un bon gars et vous devenez un cocu avec une conscience. Pénélope a tressailli au mot. La pièce s'est remplie d'un silence lourd. Le docteur Kersey a soupiré, a ajusté ses lunettes et s'est tourné complètement vers moi. Monsieur Brown, a-t-il dit fermement, mais sûrement. J'avais en fait l'intention de laisser votre femme finir de partager sa version d'abord, mais je vois qu'il est temps que nous entendions la vôtre. Il s'est légèrement penché en avant, son stylo en équilibre. Vous avez mentionné que vous deviez partager vos sentiments. Je me suis adossé à ma chaise, mes yeux fixés sur Pénélope. Je la hais, ai-je dit. Ma voix basse, stable, mais remplie de quelque chose de brut et non filtré. Pas en passant, pas tranquillement. Je la hais de toutes les fibres de mon être. Pénélope a tressailli. Le docteur Kersey a levé lentement les yeux de ses notes. Jusqu'au jour de ma mort, ai-je continué. Je porterai cette haine. Le docteur Kersey est resté silencieux un moment, puis a demandé calmement. Monsieur Brown, vous dites que vous la haïssez, mais pensez-vous que garder cette haine est de l'un de vous deux, surtout quand il y a un enfant impliqué? Je me suis tourné vers lui, un faible sourire amer tirant sur ma bouche. Ce n'était pas de la joie. C'était la grimace d'un homme dont le cœur avait été si complètement brisé qu'il ne pouvait rien ressentir d'autre que les éclats. Cet enfant, ai-je dit, je n'ai jamais demandé qu'il existe. C'est la manifestation de la trahison de ma femme, une incarnation vivante de ses péchés. Pour moi, ce n'est pas seulement un enfant, c'est le sinistre rappel, la preuve. Chaque souffle qu'il prendra, chaque étape, chaque anniversaire, me rappellera que ma femme m'a trahi et a détruit ma famille et mon mariage. À mesure qu'il grandira, ma haine pour cette femme et cet enfant grandira aussi. Les larmes de Pénélope étaient maintenant silencieuses. Elles coulaient sur ses joues sans contrôle. Ses mains tremblaient alors qu'elle les gardait sur son ventre. Le docteur Kersey s'est penché doucement, son ton toujours égal. Je peux entendre à quel point vous souffrez, monsieur Brown, mais la colère que vous portez, si vous la laissez s'infecter comme ça, pourrait empoisonner tout ce qui vous entoure. J'ai été immobile un moment, puis j'ai laissé échapper un court rire amer. Poison, ai-je répété. Docteur, je suis le poison. J'ai perdu qui j'étais maintenant. Ma foi, ma paix, mon humanité, tout a disparu. Je me suis tourné lentement vers Pénélope, ma voix calme, même désarmante. Puis je lui posai quelques questions. Le docteur Kersey a regardé Pénélope, puis a hoché la tête avec précaution. Si c'est respectueux et que ça vous aide à digérer, allez-y. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Les yeux de Pénélope étaient déjà mouillés, son expression tendue. Était-il bon au lit? As-tu apprécié? As-tu apprécié pendant que ton mari était à la maison seul et déprimé dans son lit? T'a-t-il donné des souvenirs de plaisir que tu peux emporter dans la tombe? Elle a essayé de parler, mais je l'ai coupé doucement, fermement. Tu n'es pas assez stupide pour tomber enceinte juste pour un homme mourant. Tu peux tromper le monde entier, mais pas moi. Tu as couché avec lui parce que tu voulais coucher avec lui. Ta grossesse n'est qu'un jeu pour obtenir la sympathie du monde. Je me souviens encore des yeux d'Aaron quand je lui ai parlé de la grossesse. Il avait de la surprise dans les yeux, pas de la reconnaissance. Alors, Pénélope, ce mensonge qu'Aaron avait un dernier souhait. Je n'y crois pas.
Je pense que tu es une menteuse et que tu voulais juste coucher avec un homme mourant. Les lèvres de Pénélope tremblaient. Son corps a cédé. Elle a glissé de la chaise et est tombée à genoux, sanglotant, tremblant de manière incontrôlable. Sa voix est sortie brisée et fracassée. J'étais amoureuse de lui. Les mots ont frappé la pièce comme un coup de feu. Elle a pleuré plus fort, se blottissant sur le sol. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais ce n'était pas seulement de la pitié, ce n'était pas seulement de la gentillesse. Il était mourant et j'ai pensé, elle a haleté, j'ai pensé que c'était ma dernière chance de me sentir proche de lui, de le serrer dans mes bras. Je n'ai pas pensé à ce que ça signifiait. J'ai juste ressenti ça. Le docteur Kersey est resté immobile, ne jugeant pas, écoutant simplement. Je me suis levé lentement, ajustant les poignets de ma chemise. Mon expression n'a pas changé. Il n'y avait aucune surprise visible ni de colère supplémentaire, juste une résolution calme et froide. Je me suis tourné vers le docteur Kersey. Cette séance est terminée. Et sans un autre mot, je suis sorti de la pièce. 2 jours s'étaient écoulés depuis la séance de thérapie. La maison était illuminée pour le 18e anniversaire de Anne, brillant contre la sombre étendue rurale de Millefeuille. Des ballons et des serpentins ornaient le salon. Un modeste gâteau était posé sur la table de la cuisine, et une musique douce jouait en arrière-plan. De l'extérieur, cela ressemblait à n'importe quelle autre réunion de famille. Pourtant, à l'intérieur, chaque invité marchait sur des œufs. Grace était assise tranquillement près du canapé, serrant un sac à dos. George Patterson, plus sombre que jamais, se tenait dans la cuisine les bras croisés. Pénélope traînait près de l'arrière, son expression anxieuse. Elle n'avait pas osé beaucoup parler depuis son arrivée. Moi, calme et serein, je me déplaçais dans la maison comme un homme accomplissant un devoir, souriant juste assez, parlant juste assez. C'est moi qui ai organisé toute la réunion. J'ai passé des heures à décorer la maison avec des ballons. Ils avaient tous lu mon texto. J'ai une annonce à faire. Veuillez vous joindre à nous pour l'anniversaire de Anne. Même Pénélope était invitée. L'espoir remplissait l'air, dangereusement fragile. Grace croyait que je pourrais être sur la voie du pardon. George priait silencieusement que le pire soit passé. Même Pénélope, qui n'avait pas osé rêver, a ressenti une lueur de possibilité. Mais je n'ai rien dit, j'ai juste continué à verser des boissons, regardant la soirée se dérouler comme une pièce que j'avais déjà vue auparavant. Ce n'est que lorsque le gâteau a été apporté et que tout le monde s'est rassemblé autour de la table que je me suis enfin avancé. « Vas-y, ma chérie », ai-je dit à Anne, ma voix égale. « Fais un vœu. » Anne, rayonnante et pleine d'espoir, a fermé les yeux et s'est penchée, soufflant les bougies. Tout le monde a applaudi. Grace s'est penchée en souriant. « Que as-tu souhaité, ma petite ?» Anne a rougi légèrement, puis m'a regardé. « J'ai souhaité que notre famille puisse être de nouveau ensemble, que toi et maman puissiez trouver un moyen de vous remettre ensemble. » Mon expression n'a pas changé. J'ai simplement hoché la tête et je suis allé dans la cuisine. Je me suis versé un verre. Du whisky pur, sans glace. Le verre a légèrement teinté contre le comptoir. Je suis revenu, je me suis assis à la tête de la table et j'ai regardé ma fille. « Bienvenue à l'âge adulte, Anne », ai-je dit en levant le verre. Ce n'est pas aussi sucré que le gâteau. Tout le monde s'est tu. Le sourire a disparu du visage de Anne. Tu vois, ai-je continué en faisant tourner le verre. C'est un monde où les vœux ne signifient absolument rien. Ce que tu espères, inutile, ce que tu veux, sans importance. Ce monde ne répond qu'à l'action. J'ai posé le verre avec un bruit sourd. Les bonnes actions obtiennent de bons résultats, les mauvais choix, j'ai regardé Pénélope. Maintenant de très mauvaises conséquences. La voix de Anne tremblait. Papa, je disais juste que cela signifierait le monde pour moi si nous pouvions être de nouveau ensemble. J'ai souri, mais c'était un sourire vide, creux, empoisonné. Et c'est là que tu ne comprends toujours pas, ai-je dit, tes vœux ne valent pas un silence. Je me suis levé, j'ai posé les 2 mains sur la table et je me suis penché en avant. Ta mère et moi, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de famille telle que tu t'en souviens. Elle est morte au moment où elle a écarté les jambes pour ce verre pourri. Pénélope a détourné le regard, essayant de ne pas pleurer. Grace a couvert sa bouche. La mâchoire de George s'est crispée. Je me suis retourné vers Anne. Ma voix maintenant a baissé à un calme bas, régulier et glaçant. Tu vois, ce soir, il ne s'agit pas d'elle ou de moi, il s'agit de toi. J'ai pointé l'étage. B. Fais tes valises. Anne a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu? Ai-je dit. Fais tes valises. Elle m'a regardé, stupéfaite. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Je me suis adossé, j'ai fini la dernière gorgée de mon whisky et j'ai parlé clairement. Sors de ma maison. Anne est restée immobile, sa bouche légèrement ouverte, les mots incapables de se former. Ses yeux allaient de moi à sa mère, à sa grand-mère, à quiconque pouvait empêcher que cela soit réel. Mais je n'avais pas fini. Ne sois pas si surprise, ma chère fille, ai-je dit en faisant un pas en avant, ma voix vive comme le fil d'un couteau. Tu savais. Tu savais ce qu'elle a fait? Tu savais qu'elle m'a trahi et tu n'as rien dit? Ça fait de toi une complice. Anne a secoué la tête, les larmes lui montant aux yeux. Papa, je n'ai pas choisi. Si, tu l'as fait. Je l'ai coupée. Tu as choisi de la protéger. Tu m'as laissé vivre dans l'obscurité comme un imbécile. Tu as choisi un camp. Je me suis approché et tu as choisi le mauvais. Pénélope a haleté doucement, sa main volant à sa bouche. Grace avait l'air d'avoir cessé de respirer. Et ton fonds pour l'université, ai-je continué, calme et mesuré, disparu, liquidé. Mon avocat s'en est occupé la semaine dernière. Il repose maintenant sur son compte. Les mains de Anne tremblaient. Quoi? A-t-elle chuchoté, toi? De quoi parles-tu? Tu m'as entendu, ai-je dit. Bonne chance pour trouver un travail, trouver un appartement. C'est ça l'âge adulte, ma chérie. Ça vient avec des responsabilités. La plus grande, j'ai tapoté ma poitrine. Est envers toi-même. J'ai oublié ça une fois. J'en ai payé le prix. Je l'ai regardé dans les yeux et cette fois, il n'y avait pas de venin, juste un profond vide. Apprends de moi. Ne fais pas la même erreur. Une lourde pause. C'est ma dernière leçon de vie pour toi. J'ai regardé autour de la table, puis j'ai reculé. La fête est finie. L'air était si épais de tension qu'il semblait respirer à travers de la fumée. Alors Grace s'est avancée, son visage rouge de colère, sans un mot, elle a levé la main et m'a giflé au visage. Le claquement a résonné dans la pièce. Tu n'as pas de cœur, a-t-elle dit entre ses dents. Tu es un monstre. Je n'ai pas tressailli, j'ai juste tourné la tête lentement et j'ai souri. Pas à Grace, mais à Pénélope. Un sourire cruel et savant. Pénélope a baissé les yeux, tremblante. George Patterson, toujours silencieux, a finalement baissé la tête et s'est tourné vers sa fille. Sa voix était fatiguée. Plate. Monte, fais tes valises. Tu rentres à la maison? Pénélope a hoché la tête sans un mot et s'est dirigée vers les escaliers. Grace s'est tournée vers Anne et l'a prise doucement par l'épaule. Viens, ma chérie, tu peux rester avec moi. Anne n'a pas parlé, elle a juste marché, ses yeux vides, guidée par la main de sa grand-mère. Personne n'a regardé en arrière, personne n'a dit au revoir. Ils sont tous partis en silence. La deuxième séance de thérapie était prévue pour un jeudi après-midi pluvieux. L'horloge a dépassé l'heure convenue, mais une seule chaise était occupée. J'étais assis en face du docteur Paul Kersey, les jambes croisées, les mains jointes sur mes genoux. Un lent sourire régulier s'est étalé sur mon visage comme un homme qui avait déjà gagné une guerre. Elle ne viendra pas, ai-je dit simplement en regardant l'horloge. Je suppose que cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Le docteur Kersey a hoché la tête en silence, griffonnant quelque chose. Parfois, les gens ont besoin de plus de temps. J'ai ricané. Du temps. Elle a eu 22 ans. La pièce était lourde d'immobilité. Vous pensez toujours que j'ai mal agi? Ai-je continué en inclinant la tête. Vous pensez que je suis allé trop loin en me débarrassant de cette salope? Le docteur Kersey a gardé son expression neutre. Le divorce est votre droit, personne ne le conteste. Ce qui m'inquiète, c'est la haine. Vous en portez trop. Ce genre de poids, il a hésité. Non seulement empoisonne votre esprit, mais il consumera aussi votre santé. Je me suis penché en avant, le sourire ne quittant jamais mon visage. Ce n'est pas confiné à mon cœur, ai-je dit doucement. Je m'assure de le partager avec tout le monde autour de moi. C'est à ce moment-là que le docteur Kersey s'est adossé, un malaise scintillant dans ses yeux. Il a fermé son carnet, a posé son stylo lentement. Eh yo, je crois que nous avons fini ici. Il s'est levé, composé, mais clairement dérangé. Plus tard dans la nuit, il a soumis son rapport au tribunal. Ce mariage est au-delà de la réconciliation. Il n'y a aucun remords, seulement de l'amertume. Il y a trop de haine à surmonter. Le juge a reçu le rapport, l'a lu, et avec peu de délibération, a approuvé le décret de divorce. Pénélope ne s'est pas présentée au tribunal, elle ne l'a pas contesté, elle n'a pas envoyé d'avocat, elle s'est simplement évanouie légalement. Elle a quand même reçu la moitié de mes économies, la moitié de mon 401K. C'était la loi. Je n'ai pas discuté, pas protesté, j'ai signé les papiers d'un seul trait de plume. J'étais plus qu'heureux de laisser tomber.
Les marches du palais de justice étaient calmes alors que Ron et moi sortions. Le vent était doux, l'air étrangement calme. Nous n'avons pas parlé au début, nous avons juste marché ensemble de l'autre côté de la rue jusqu'à un petit banc de parc sous un chêne mourant. Les feuilles au-dessus bruissaient sèchement dans le vent, comme pour imiter le silence entre nous deux. Je me suis assis avec un long soupir, mes mains reposant sur mes genoux. Je suppose que c'est ça. Alors, ai-je dit, tu vas sauver un autre mari. Je vais vivre ce qu'il reste de cette vie. Ron a laissé échapper un rire sec. Ouais, je suppose que je vais là où est la douleur. Il y a beaucoup de travail pour moi. Nous sommes restés assis là encore une minute. Puis nous nous sommes tous les deux levés. Ron a offert sa main. Je l'ai serrée. Prends soin de toi, Monsieur Brown, a dit Ron en se retournant. J'ai hoché la tête, je me suis également retourné et j'ai commencé à marcher, mais après quelques pas, Ron s'est arrêté. Il s'est retourné. Monsieur Brown, a-t-il appelé. J'ai tourné la tête. Ouais, je pourrais te demander une faveur. J'ai souri faiblement. Bien sûr. Ron avait l'air pensif, presque incertain pour la première fois. Pas maintenant. Je reviendrai. Je te parlerai en détail. J'ai hoché la tête une fois. Je serai là. Nous nous sommes séparés. Des mois ont passé. Le printemps s'est fondu dans l'été. Le divorce était fait. La maison était calme. Puis l'appel est venu. C'était Grace. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille que je ne m'en souvenais. Elle a accouché, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Le bébé est un garçon. Toujours le silence sur la ligne. Il est dans un incubateur. A-t-elle continué. L'accouchement a été difficile. Pénélope, elle ne va pas bien. Je n'ai rien dit. Grace a dégluti et juste au moment où elle allait parler à nouveau, clic, la ligne s'est coupée. J'avais raccroché. De retour à l'hôpital, des médecins entouraient Pénélope avec une préoccupation clinique. Son corps, déjà affaibli par le stress, la trahison, l'effondrement émotionnel, ne tenait pas. Le bébé, petit et fragile, se battait à l'intérieur de la boîte en verre. Des fils couvraient sa poitrine, des tubes nourrissaient ses poumons. 2 jours plus tard, les médecins se sont approchés de Pénélope avec des visages sombres. Votre fils, a dit l'un d'eux doucement, a une malformation cardiaque congénitale. C'est génétique. Son cœur est trop faible. Pénélope a fermé les yeux. Une seule larme a roulé sur sa joue. Elle n'a pas demandé quel gène ni à qui était la faute. Elle a juste hoché la tête faiblement. Le 5e jour, les moniteurs sont devenus plats. L'enfant est décédé sans un bruit. Ils l'ont dit doucement à Pénélope. Elle n'a pas crié, n'a pas bougé. Ses yeux fixaient simplement le plafond. En quelques heures, ses signes vitaux ont commencé à chuter. Son pouls est devenu faible. Le médecin de garde a vu les signes. Apportez un chariot de réanimation, a-t-il crié son cœur. Mais il était déjà en train de se briser. Ils ont appelé ça le syndrome du cœur brisé. Pénélope Brown est décédée 7 jours après la mort de son enfant sans famille, sans pardon et sans jamais entendre à nouveau ma voix. Anne était remplie de la même haine qui remplissait autrefois mon cœur, mais elle n'était pas dirigée contre le monde, ni même contre sa mère. Elle était dirigée uniquement contre moi. Elle n'a jamais oublié cette nuit, son 18e anniversaire, le moment où j'ai brisé chaque dernière illusion qu'elle avait de l'amour, de la famille, ou même de la décence humaine de base. Je l'avais humiliée, reniée. Elle n'avait demandé que la paix. Elle est partie un matin sans lettre, sans appel téléphonique, sans adresse de suivi. Elle a fait un seul sac, a pris un bus et a disparu. Certains ont dit qu'elle était allée à Dallas. D'autres pensaient peut-être à Houston, mais personne ne le savait avec certitude. Grace a essayé. Elle m'a appelé le lendemain soir. Sa voix tremblait. Elle est partie, Elliot. Ta fille est partie. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Grace a attendu quelque chose. N'importe quoi. Je n'ai rien dit. Puis clic, j'avais raccroché. Après ça, Grace a arrêté d'appeler. La vie a continué, mais pas vraiment. La maison est devenue silencieuse, pas paisible, juste sans vie. Je ne sortais presque pas, pas de nouveaux emplois, pas de visite à la caserne de pompiers, pas d'appel de bénévoles. Les voisins ont remarqué, mais personne n'a dit un mot. L'homme qui sauvait autrefois des vies ne parlait plus à personne. Puis cette nuit est venue, un vent froid poussait contre les fenêtres. Le monde extérieur était calme. La bouteille de whisky à côté de moi était presque vide. Une main tenait le verre, l'autre, un petit revolver. J'étais assis seul dans mon salon, la seule lumière scintillant d'une lampe sur pied avec un abat-jour de travers. Devant moi était accrochée la seule photographie restante dans la maison.
Pénélope, Anne, moi-même. J'ai levé le pistolet lentement. Pas sur moi. Pas encore. Boum. La balle a brisé le cadre en verre, fendant le visage de Pénélope en deux. J'ai posé le verre, je l'ai laissé reposer, j'ai amené le revolver à mon cent. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. J'ai tenu la position un instant de plus, les mains stables. Puis j'ai baissé le pistolet, j'ai pris une longue et lente gorgée de mon whisky et je l'ai vidé. J'ai regardé le pistolet une dernière fois. Je vais bientôt te vider, ai-je marmonné, ma voix aussi plate que du ciment. Je me suis levé et je suis allé à la porte. Quand je l'ai ouverte, Ron Jeremy se tenait là dans son manteau noir, souriant comme un homme qui savait que le moment comptait. Je suppose que j'arrive juste à temps, a dit Ron, son ton calme et entraîné. Je l'ai regardé, mes yeux creux, ma mâchoire serrée. Puis, pour la première fois en des semaines, le coin de ma bouche s'est légèrement relevé. Je suppose un peu en avance. Ron est entré par la porte et s'est arrêté. Ses yeux sont immédiatement tombés sur le cadre photo brisé sur le sol. Le visage de Pénélope fracturé derrière le verre, il a inhalé profondément et a senti l'odeur âcre et piquante dans l'air. Poudre à canon, il s'est tourné brusquement vers moi. Sa voix basse mais urgente. Bon sang, tu avais raison, a marmonné Ron. Je suis un peu en avance et je suis content d'être venu. Je lui ai fait un sourire fatigué, creux, mais honnête. Sans demander, Ron est entré plus loin, a enlevé son manteau et l'a drapé sur le dossier d'une chaise. J'ai besoin d'un verre de whisky, a-t-il dit. Mais tu vas prendre de l'eau citronnée et tu vas t'asseoir. Tu vas te taire et tu vas m'écouter attentivement. J'ai haussé un sourcil, mais il n'y avait aucun défi en moi, juste un subtil signe de tête. Quelques instants plus tard, Ron avait un verre à la main, la glace tintant alors qu'il prenait une gorgée. Je suis revenu avec un verre d'eau citronnée et nous sommes sortis tous les deux sur le porche arrière. L'arrière-cour était calme sous le ciel nocturne. Quelques grillons chantaient quelque part au loin. Nous nous sommes assis tous les deux aux extrémités opposées d'un vieux banc en bois du genre que j'avais construit des années auparavant de mes propres mains. Pendant près d'une heure, nous avons parlé sans crier, sans pleurer, juste deux hommes, l'un brisé, l'autre essayant de recoller quelque chose. Ron a tout exposé. Quelque chose de grand, quelque chose qui avait besoin de quelqu'un comme moi, quelqu'un qui en avait fini avec tout, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, mais peut-être, juste peut-être quelque chose à regagner. Quand Ron a fini de parler, j'ai regardé la ligne d'arbres sombres derrière ma propriété. Je n'ai pas parlé au début, mais quand je l'ai fait, ma voix était stable. D'accord. Nous nous sommes levés ensemble. Ron a tendu la main. Je l'ai serré ferme et finale. Ron est sorti pour attendre près de sa voiture noire. L'air était frais et vif. Quelques minutes avant que je ne sorte de la maison avec un petit sac de sport sur l'épaule. J'ai regardé la maison, ma maison de longue date, les fenêtres brisées, la lumière du porche éteinte, le cadre de la porte fissuré. Cet endroit n'était plus une maison, juste une tombe de ce qui avait été. Je me suis tourné vers Ron, j'ai hoché la tête une fois et je me suis dirigé vers la voiture. Le trajet jusqu'à l'aérodrome le plus proche a été silencieux. La lune était basse lorsque nous sommes arrivés. Les rotors de l'hélicoptère que Ron avait affrété pour ce voyage tournaient déjà, un doux bourdonnement mécanique remplissant l'air. Sans un mot, nous sommes montés à bord. 3 heures plus tard, devant la maison de Ron. L'air était plus léger ici, moins lourd que le silence qui remplissait habituellement ma maison. Nous sommes entrés ensemble. Ron a poussé la porte d'entrée avec un gémissement familier et m'a conduit dans le couloir jusqu'à une modeste chambre. La pièce était calme et au centre, allongé dans un lit simple, se trouvait Jerry. Le garçon n'a pas bougé quand nous sommes entrés. 10 ans, pâle, ses yeux trop méfiants pour quelqu'un de si jeune. Ron s'est approché du bord du lit et a offert un doux sourire. « Jerry » a-t-il dit doucement. « J'ai amené quelqu'un pour que tu le rencontres. » Jerry n'a même pas cligné des yeux. Je me suis avancé lentement, sans hâte dans ma démarche, sans gaieté forcée. Je me suis agenouillé à côté du lit, les coudes sur les genoux, et j'ai regardé le garçon. « Eh, gamin » ai-je dit, ma voix rauque mais chaude. « T'as déjà entendu parler d'une série qui s'appelle Mon oncle Charlie ?» Jerry a tourné la tête légèrement, juste assez pour montrer qu'il écoutait. « Eh bien, ai-je continué. Nous voilà. 2 crétins adultes. Et toi, il semble que nous ayons notre propre petite version. » Les yeux de Jerry se sont tournés vers moi une seconde, puis sont revenus au mur. Ron a soupiré sous son soufflet et est sorti de la pièce, nous laissant dans ce silence immobile et non résolu. Quelques minutes plus tard, je l'ai rejoint dans la cuisine. J'ai pris une bouteille d'eau au réfrigérateur, j'ai dévissé le bouchon et j'ai bu une longue gorgée avant de m'asseoir en face de Ron à la petite table en bois. « Il te déteste » ai-je dit platement. Ron n'a pas eu l'air offensé,
il a simplement hoché la tête, ses épaules affaissées sous le poids de 2 ans d'échec. La même haine que tu avais pour ta femme, a-t-il dit doucement. J'ai ri. Pas un rire aigu, mais quelque chose de plus humain que tout ce qui était sorti de moi depuis des mois. Ouais, ai-je dit en secouant la tête. Exactement la même chose. Ron. Il s'est adossé à sa chaise. J'ai tout essayé, mec. Je n'arrive tout simplement pas à l'atteindre. J'ai levé les yeux au plafond, j'ai expiré, puis j'ai reporté mon regard sur Ron. Tu as fait ce qu'il fallait, ai-je dit. Nous deux, le garçon et moi, nous avons quelque chose en commun. Ron m'a lancé un regard sceptique. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? J'ai souri. Pas froid cette fois. Mais triste, presque paisible. Nous sommes pleins de haine, ai-je dit. Je suppose que ça nous donne un point de départ. Ron est resté silencieux un moment, puis lentement, le coin de sa bouche s'est relevé. J'espère que tu as raison. Il y a eu une longue pause entre nous. Comment ça va, pour de vrai? Ron s'est tourné vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, dans la lumière du matin, un petit papillon dansait dans le jardin et s'envolait doucement vers la lumière du soleil.